Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire ce soir, après l'adoption définitive de la loi Claes-Leonetti, le groupe de travail sur la fin de vie de la conférence épiscopale met l'accent sur les soins palliatifs. Le mal-logement a des conséquences graves sur la santé, c'est ce que dénonce ce matin la Fondation Abbé Pierre dans son rapport annuel. Nous entendrons son directeur territorial. En fin d'édition, focus sur une formation pour les managers. Comment prendre en compte les différences de culture et de religion dans l'entreprise ? Une question prise à bras-le-corps par l'Institut catholique de Paris. Et puis hier, le pape François recevait des producteurs de lait venus pour attirer l'attention sur un secteur en crise. Pour parler de la souffrance des agriculteurs européens, nous accueillons deux de nos confrères des médias catholiques. Louis Dauphren, rédacteur en chef à Radio Notre-Dame. Bonsoir Louis. Bonsoir. Et Benjamin Rosier, de rédacteur en chef Actu à RCF. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. À tout à l'heure. Et on commence avec ces images de la célébration de la Sainte Dévote. Mardi, comme chaque année, les Monégasques ont fêté leur sainte patronne, comme le veut la tradition. Le prince Albert a mis le feu à une barque pour rappeler l'histoire de Sainte Dévote. Au début du IVe siècle, en Corse, cette jeune chrétienne a été torturée et mourut sans renier sa foi. Alors que l'on transportait son corps sans vie dans une barque, une tempête s'est levée. Une colombe sortit alors de sa bouche et guida la barque sans encombre jusqu'à Monaco. Depuis en principauté de Monaco, où la religion catholique est religion d'État, Sainte Dévote a toujours été intimement liée à l'histoire et la tradition du pays. Et merci au centre de presse de Monaco pour ces images. La synaxe des primats orthodoxes s'est achevée tard hier soir à Genève en Suisse. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions. L'objectif de cette assemblée était de finaliser l'organisation du Grand Concile panorthodoxe. On sait désormais qu'il débutera le 19 juin prochain en Crète. Alors, quels enjeux pour les participants à ce synode historique ? Réponse avec Monseigneur Job du patriarcat de Constantinople et le métropolite Joseph du patriarcat de Roumanie. Le grand enjeu du Concile, c'est avant tout de montrer l'unité de l'Église orthodoxe. Très souvent, nous parlons des églises orthodoxes au pluriel. Il y a le patriarcat de Constantinople, le patriarcat d'Alexandrie, de Jérusalem, d'Antioche, l'église de Russie, de Serbie, de Roumanie, etc. Mais néanmoins, toutes ces églises sont l'expression d'une seule et même église. Et puis par ailleurs, c'est de répondre aux questions qui se posent dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire l'Église orthodoxe a une riche tradition de 2 millénaires, mais il faut savoir traduire cette tradition vivante dans un langage qui parle au monde d'aujourd'hui. Le premier des soucis des églises locales, c'est la mission à l'intérieur même de l'église, transmettre la foi aux générations à venir. Et deuxièmement, la mission par l'ouverture au monde. La nouvelle évangélisation passe par la famille, par le dialogue avec les jeunes, par le dialogue avec le monde chrétien mais non orthodoxe et par le dialogue avec le monde non chrétien d'autres religions. Depuis le 24 janvier, la ville de Cebu aux Philippines accueille le 51e congrès eucharistique international. Près d'1 million de fidèles sont attendus pour la messe de clôture dimanche. Il y a un an, le pape François, en visite dans le pays, appelait la population à être missionnaire. Dans ce pays à majorité catholique, l'archipel se dresse comme un phare du catholicisme dans le continent d'Asie, comme l'a dit le cardinal birman Charles Beau, archevêque de Rangoon et envoyé spécial du pape à la messe d'ouverture. Nous avons appris le rappel à Dieu d'un évêque français, Monseigneur Émile Détombe, à l'autre bout du monde. Il était évêque émérite de Phnom Penh, au Cambodge, et missionnaire aux missions étrangères de Paris. Il avait 81 ans, il avait été ordonné prêtre en 1961 et consacré évêque en 1997. En Suisse, l'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg a publié un triste rapport après 1 an d'enquête. Il confirme qu'il y a bien eu des abus sexuels sur des enfants à l'Institut Marigny de Montaix. Des faits qui remontent jusqu'au milieu des années 50, Monseigneur Morero a demandé solennellement pardon aux victimes qu'il a rencontrées. Ce travail, il fallait le faire pour lever la chape de silence qui les entourait, a ajouté Monseigneur Morero. On en vient à l'actualité en France. Après le vote définitif sur la loi fin de vie, le groupe de travail de la conférence épiscopale a choisi de saluer l'importance donnée aux soins palliatifs, comme l'indique leur déclaration publiée cet après-midi. Oui à la culture palliative, ont réaffirmé les experts catholiques dans leur communiqué.
Les parlementaires ont heureusement écarté l'idée qu'une vie pouvait être inutile, ont-ils ajouté. On écoute le docteur Marie-Sylvie Richard, membre du groupe du travail. La loi donne un cadre, mais là, elle ne dit pas ce qu'il faut faire au niveau médical. Elle ne donne pas la liste des souffrances réfractaires, la liste des maladies incurables, la liste le temps d'un pronostic à court terme. Voilà, donc tout ça, c'est de l'ordre de l'appréciation par une équipe, et ça, c'est le temps le plus important qui est donné là. Alors, la loi, elle s'inscrit dans cette perspective de développer les soins palliatifs. Ça n'exclut pas les soins palliatifs. Le développement des soins palliatifs devrait continuer à donner des moyens. Sans moyens, c'est impossible. Ne parlons pas de réunions de concertation avec les soignants s'il n'y a pas suffisamment d'effectifs. D'autre part, il faut une formation des soignants. On ne réfléchit pas comme ça. La formation, elle est nécessaire au niveau de la formation initiale, mais de la formation continue. Et puis, elle est sur le terrain. Mais on a besoin de réfléchir et de se documenter, de discuter ensemble. Donc, cette formation est absolument capitale et c'est aussi dit dans la loi. De son côté, le collectif Soulagé mais pas tué et Alliance Vita appellent dans leur communiqué à la plus grande vigilance sur l'application d'un texte qui demeure ambigu sur ses intentions réelles. Ce matin, devant les journalistes, les associations familiales catholiques ont dénoncé les réformes politiques qui pèsent de plus en plus sur le budget des familles. L'abaissement du quotient familial ou la mise sous condition des ressources mettent les familles au bord du burn-out fiscal. C'est l'expression utilisée ce matin par Jean-Marie Andrès, le président des AFC, qui propose 3 orientations pour y remédier: la solidarité, l'égalité et la stabilité. Il faut sortir de cette impasse, d'abord en redécouvrant les principes d'une solidarité entre les générations, parce que nos jeunes enfants sont ceux qui vont demain payer nos retraites, et une solidarité entre ceux qui aujourd'hui engagent des dépenses, les familles avec enfants, et les familles qui engagent moins de dépenses, qui sont les familles sans enfants. Cette égalité n'est pas simplement une redistribution, mais c'est aussi, dans la politique allocataire et dans la politique fiscale, savoir prendre en compte le revenu, mais aussi les charges qu'engagent les familles. La politique familiale doit être un engagement à l'égard des familles, et on ne peut plus supporter de vivre dans l'instant. Il faut que nous soyons capables, en France, de rentrer dans une politique familiale qui s'engage, comme les Français le font à 25 ans, quand ils accueillent l'enfant. Le mal-logement a des conséquences très graves sur la santé de milliers de personnes. C'est ce qu'a dénoncé la Fondation Abbé Pierre dans son 21e rapport sur l'état du mal-logement en France. Il a été publié ce matin. Cette année, il met en lumière les liens entre le mal-logement et les problèmes de santé. Et les chiffres ne sont pas bons. 400 à 600 000 mal-logés souffriraient de problèmes respiratoires ou d'allergies. À ce chiffre s'ajoutent les personnes de la rue, comme nous l'explique le directeur territorial de la Fondation Abbé Pierre. Nous observons de plus en plus, notamment à travers nos lieux d'accueil à la Fondation Abbé Pierre, la montée en importance des maladies mentales. Bon nombre de personnes à la rue sont frappées de troubles psychiques et c'est vrai que c'est une difficulté parce que les travailleurs sociaux notamment sont un peu désemparés face à ces nouvelles problématiques. Quand on a un taux d'effort important et qu'on a des petits revenus, souvent on restreint les dépenses, notamment sur l'alimentaire, mais aussi pour se soigner. Et ça, c'est un vrai problème. Il faut effectivement que les pouvoirs publics en prennent conscience et qu'ils développent les moyens nécessaires, tant en matière de construction qu'en matière d'intervention auprès de ces populations qui souffrent de mal-logement. On vient de l'entendre, parmi les personnes de la rue, beaucoup souffrent aussi de troubles psychologiques. Face à ce constat, l'association Aux Captifs La Libération a lancé un nouveau projet à Paris pour les accompagner. Un travailleur social et une infirmière spécialisée en psychiatrie sillonnent les alentours des gares du Nord et de l'Est pour prendre soin des sans-abri souffrant de pathologies mentales. Reportage. Comme chaque matin, Pierre-Denis Hiver, travailleur social, et Alice Patouillard, infirmière en psychiatrie, débutent leur tournée des rues et des gares du 10e arrondissement. L'idée, c'est de pouvoir inviter la personne à nous accompagner ou sur notre accueil de jour, ou ça peut être lui proposer d'aller, pourquoi pas, boire un café si elle a envie. Lancé le 4 décembre dernier, ce projet expérimental allie une approche sociale et psychiatrique dans l'accompagnement des personnes sans domicile fixe. Une initiative appréciée. Ça me fait très plaisir, parce qu'au moins, ça voit qu'il y a des gens qui pensent quand même au SDF, qu'on n'est pas des animaux. Au contact d'une population rencontrant des problématiques complexes et multiformes, le travail du duo n'est pas de tout repos. Leur leitmotiv,
la patience. On va proposer 1000 fois et peut-être qu'on aura 0 et peut-être on aura une fois une réponse et des fois c'est la bonne réponse, c'est la réponse suffisante pour que derrière il puisse y avoir d'autres démarches. De retour dans leurs locaux, l'heure est au premier bilan. Naïma, j'ai pas trop su. Ce suivi quotidien permet d'établir une cartographie précise des personnes en grande exclusion, mais pas seulement. C'est à nous aussi, grâce à notre écoute plus clinique, de repérer les formes de demande qui n'émergent pas forcément sous forme de mots. Cette initiative de l'association Au Captif La Libération est soutenue par la SNCF et va durer 14 mois. Comment prendre en compte les différences de culture et de religion des collaborateurs quand on est dirigeant dans une entreprise? C'est pour répondre à ce défi que l'Institut catholique de Paris propose la formation Diversité, Dialogue et Management. Ce MBA est destiné aux managers soucieux d'innover dans la gestion humaine. Le père Pizzani intervient dans cette formation. Pour lui, mieux connaître la culture de l'autre est une richesse pour l'entreprise. Et c'est avéré que parce qu'on ne connaît pas l'autre, on ne connaît pas la religion de l'autre, il peut y avoir des peurs vis-à-vis de la religion de l'autre, eh bien cela interfère dans la qualité du travail en entreprise. Ce MBA apporte des réponses justement dans le management de cette diversité religieuse et qu'elle peut être même un point fort pour l'entreprise. Elle contribue à la pacification de la culture au sein même de l'entreprise entre les salariés. Et donc, cette connaissance de l'autre, elle contribue à favoriser aussi la solidarité entre les employés dans ce respect. Et ce respect ne peut vraiment avoir lieu que parce qu'on connaît l'autre. Et on termine avec le prix international de la bande dessinée chrétienne d'Angoulême, attribué à l'album Mère Teresa de Calcutta au nom des pauvres parmi les pauvres. Cette BD reprend les moments forts de la vie de Mère Teresa. Ses auteurs, l'américain Lewis Elfand et l'indien Sachin Nagar, ont reçu leur prix cet après-midi à l'église Saint-Martial d'Angoulême. Et on continue notre magazine avec la chronique de Monseigneur Di Falco qui revient sur la notion de péché en cette année de la miséricorde. Bonjour. Dans mon passé de porte-parole des évêques, il m'est souvent arrivé de me retrouver sur un plateau de télévision pour parler de la confession. Dans la plupart des cas, très vite, l'interview déviait sur le terrain de la sexualité, comme si parler de la confession, du péché, donc, devait inéluctablement conduire à la sexualité. Un peu comme si péché et sexualité étaient synonymes, et que s'ils avaient la conscience tranquille, de ce côté-là, les chrétiens étaient en paix avec Dieu. En cette année de la miséricorde voulue par le pape François, les chrétiens sont invités à ne pas s'enfermer dans cette vision du péché qui masque le champ immense dans lequel peut s'exprimer la réponse négative des hommes à l'attente de Dieu. En effet, pour un chrétien, le péché est une atteinte à la relation entre Dieu et les hommes, comme une rupture qui vient faire obstacle au don de Dieu pour l'homme. Et dans ce cas, le péché n'est pas un vague sentiment de culpabilité pour lequel seul compterait le péché sexuel. Autrefois, on parlait des 7 péchés capitaux. On peut lire notamment à ce sujet le livre de Xavier Thévenot, Les péchés. Avec lui, je vous invite à un survol rapide. Prenons par exemple le péché contre l'espérance. Eh bien, dit-il, c'est refuser de croire qu'un avenir est possible pour le monde, pour l'autre et pour soi-même. Et la charité. Alors là, voilà encore un mot très impopulaire. Pourtant, s'il y a une attitude qui est plus que jamais d'actualité, c'est bien celle-là, même si on préfère le mot partage à celui de charité. Et l'avarice. On n'en parle plus beaucoup en dehors de chez Molière. Toute la société, dit Xavier Thévenot, est basée sur le profit, souvent aux dépens de l'homme. Le mauvais rapport à l'argent est bien l'une des formes la plus fréquente du péché de notre société. Nous vivons dans un monde de consommation où bonheur est égal à assouvir ses désirs. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas là quelque rapport avec ce qu'on appelle, en souriant ironiquement, la gourmandise et la colère? Ah, quel peccadille, direz-vous. Pourtant, la réflexion montre que l'effort moral de l'homme doit passer d'abord par une régulation de la violence et que la plupart des maux du monde viennent d'une acceptation passive ou active de la violence meurtrière réciproque. Je citais à nouveau le père Xavier Thévenot. On pourrait aussi parler de la haine, de l'indifférence, de l'injustice, de la jalousie, du désir de vengeance ou de celui de nuire. Alors,
En cette année de la miséricorde, suffit-il de ne pas avoir commis de péché sexuel pour se croire en paix avec Dieu? C'est la réponse qui vous appartient. À bientôt. Merci Monseigneur. Place à notre revue de presse. Pèlerin propose un dossier sur les migrants. Entre inquiétude et compassion, comment réagir? Reportage en Allemagne. En 2015, le pays a accueilli le plus grand nombre de réfugiés sur le sol européen. À noter également un débat sur la protection des loups. Éleveurs et biologistes s'opposent sur la question. À 2 jours de la 63e journée mondiale des lépreux, France catholique consacre tout un dossier sur cette maladie et à l'avancée des recherches. L'hebdomadaire propose également un reportage avec les Chaldéens de Sarcelles et leur vitalité à l'image des premiers chrétiens. Où sont passés les bébés? C'est la question posée par la vie cette semaine alors que la natalité est en baisse dans les pays riches. Notion de confort, IVG, politique familiale, l'hebdomadaire passe au crible toutes les causes de cette baisse. Cette semaine, Famille chrétienne nous emmène au Pakistan à la rencontre des catholiques de la ville de Karachi. On découvre notamment qu'ils vivent leur foi sereinement, malgré les restrictions liées aux lois du pays et à la crainte du terrorisme islamique. L'hebdomadaire protestant Réforme s'intéresse au coût exorbitant des primaires aux États-Unis qui commence le 1er février. Quand l'argent est au cœur du système politique américain, enquête cette semaine dans Réforme. Et puis dans son éditorial, Antoine Nuis revient sur la querelle autour de l'Observatoire de la laïcité. Pour lui, en cantonnant toute parole religieuse dans la sphère du privé, on alimente finalement les délires complotistes. Voilà pour votre revue de presse. Retrouvons maintenant notre invité pour notre dossier. Hier, plus d'une centaine de producteurs laitiers de toute l'Europe ont participé à l'audience générale du pape François pour attirer l'attention sur ce secteur en crise. Ils ont obtenu les encouragements du pape qui les a soutenus dans leur combat, un combat qui se poursuit en France depuis le 20 janvier. Les agriculteurs manifestent pour dénoncer une concurrence inéquitable entre producteurs européens, mais aussi l'achat à bas coût de leurs produits par les industriels. Nous en parlons aujourd'hui avec Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Benjamin Rosier de RCF. Alors messieurs, pour commencer, je vous propose d'écouter le Belge Erwan Schopges. Il est producteur et membre du conseil d'administration de l'European Milk Board. Et hier, il a rencontré le Saint-Père. On l'a joint par téléphone pour avoir sa réaction. Il nous soutient à 100% et vraiment qu'il nous motive tout le monde, aussi bien les consommateurs que les producteurs, de continuer le combat pour sauvegarder cette agriculture familiale, paysanne, pour sauvegarder les exploitations aussi, pour les donner aux jeunes. Pour nous, le soutien moral, parce qu'il y a quand même beaucoup des agriculteurs qui sont vraiment déprimés. C'est quand même un homme qui a beaucoup d'influence sur la politique européenne mondiale. Et si avec ce message, tous ces décideurs politiques qui veulent ou qui soutiennent aujourd'hui une agriculture industrielle, qu'ils prennent un peu un exemple à ce pape qui est proche des gens, qui est prêt à parler et à soutenir les personnes. Alors le pape François Sauveur des agriculteurs pour ce producteur, qu'est-ce que ça vous évoque, Benjamin? Alors, il y a un petit quelque chose presque de pathétique et en même temps, soyons un peu positifs. C'est bien, je trouve, que les agriculteurs aillent voir le pape, finalement, quelque part, leur travail, la beauté de leur mission, nourrir les hommes, et puis finalement préserver aussi des territoires, les aménager par leurs exploitations. Ça a aussi une dimension qui fait sens pour toute l'humanité. Aller voir le pape, ça redit ça quelque part. Maintenant, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a plus que le pape pour les aider. Ça en dit long quand même sur l'incapacité de nos politiques et notamment de la politique agricole commune à réussir à sauvegarder l'exploitation et même défendre un certain modèle qui, parce qu'il ne faut pas diaboliser, pourrait, à côté d'une agriculture qui est un peu plus industrielle, comme on dit, alors après, tout dépend où on met le curseur, parce qu'il faut bien nourrir des villes, il faut bien distribuer la nourriture en volume suffisant à de nombreux urbains, et en même temps, une agriculture, en effet, qui reste sur les territoires, familiale, paysanne, alors on dira familiale plutôt peut-être en France, et puis on dira plus paysanne, par exemple, en Afrique de l'Ouest, mais cette agriculture qui permet en effet d'aménager ces territoires et puis de continuer à donner du revenu et de la vie économique locale. Louis ?
Le choix qui a été fait, c'est d'une agriculture quand même productiviste. Et ça, c'est un choix qui a été fait dès les années 60 et ça a entraîné l'exode de millions de gens. On a accepté cela avec l'afflux de millions de Français vers les villes. Et ça a été d'une brutalité inouïe. Je crois même que le philosophe Michel Serres parlait de cette période où on est sorti du néolithique à ce moment-là. Donc c'est un changement de civilisation inouï, ce qui nous arrive depuis en fait une 50aine d'années. Mais le choix a été fait de condamner l'agriculture familiale et d'aller délibérément vers l'agriculture industrielle. Et on assiste à un phénomène qui concerne tous les secteurs, qui est que le producteur, aujourd'hui, est totalement tributaire du trade, du commerce, du distributeur, qui lui impose sa loi. Alors le salut, par où passe-t-il? Moi, je dirais deux choses. Un, par le citoyen, qu'il se prenne en main. Alors à titre personnel, moi, je passe par des réseaux, par exemple, de la ferme à l'assiette. Vous voyez, c'est un producteur qui lui-même a ses vaches et il nous vend le produit de son élevage à un prix qui est équivalent à celui des grandes surfaces, mais c'est de la qualité. Donc voilà, circuit court, contact direct. Mais ça, il faut quand même une prise de conscience citoyenne qui est peut-être tout à fait d'ailleurs en phase avec l'esprit de la COP21 sur le rapprochement entre les villes, la campagne. Voilà, il y a ça. Et puis peut-être une idée politique, je ne sais pas, moi, dans quelle mesure peut-on restaurer la polyculture ? Est-ce qu'il n'y a pas un salut à travers, non pas l'alignement sur la production de masse, parce qu'on veut concurrencer les États-Unis, mais le fait de pouvoir produire une agriculture diversifiée qui permette, un peu comme quelqu'un qui a plusieurs jobs, de se rattraper sur diverses productions. Si vous faites du lait uniquement, et qu'il y a une surproduction de lait aujourd'hui, donc le prix s'effondre. Bon, si vous faites que du lait, bon, bah, voilà, vous êtes tributaire entièrement du cours du lait. Pareil pour le porc. Donc il y a peut-être, avant l'agriculture, c'était ça. Quand vous entriez dans une ferme, il y avait les animaux, on faisait de tout quand même. Hein. Alors pourquoi il y a aussi cette surproduction laitière, hein, pour rebondir, on a supprimé les quotas laitiers en 2010. C'est-à-dire qu'il y a aussi une libéralisation de la politique agricole commune et des politiques agricoles, comme on voit dans d'autres secteurs. Et c'est ce manque de régulation, justement, qui casse aussi les prix, etc. Et puis après, il y a des choses conjoncturelles du type embargo russe actuellement. Et du coup, tous les produits qu'on pouvait faire partir à l'exportation ne partent pas pour certains. Et notamment, c'est ce que disent certains éleveurs de races à viande, etc. Par contre, en effet, le choix productiviste, il fallait nourrir l'Europe après la guerre. Ça a été fait et bien fait. Et puis ensuite, il n'y a pas eu, j'ai envie de dire, de renouvellement du modèle. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a eu enfin ce paradigme, notamment ce sacro-saint paradigme libéral qui est défendu à l'OMC, qui est qu'il faut ouvrir les marchés voilà, pour pouvoir, alors avec cette main invisible du marché, permettre finalement des bénéfices pour tout le monde. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas sur la ligne de départ au même niveau de développement. On le voit sur l'Afrique de l'Ouest, par exemple, hein, j'en parlais tout à l'heure, et puis d'autres, bien sûr, pays d'Amérique latine. Je ne parle pas des gros pays émergents du type Brésil. Et du coup, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Il y a eu un développement par cette libéralisation dans d'autres secteurs, l'agriculture, mais on voit bien que ça ne fait pas manger toute l'Afrique non plus. Donc du coup, il faudrait peut-être revenir à certaines politiques, et tant pis pour le mot protectionniste, pour pouvoir développer notamment dans ces zones-là d'Afrique ou plus pauvres une agriculture pour une souveraineté alimentaire, et nous défendre notre souveraineté alimentaire parce que les Américains le font, ils défendent leur revers, il ne faudrait pas qu'on soit plus libéraux qu'eux. Et alors, le pape, lui, dans son discours, qu'est-ce qu'il peut apporter justement aux agriculteurs Je crois qu'il apporte, tout à l'heure, lui disait quelque chose de très juste. Je crois qu'il y a une bonne fenêtre, là, peut-être, d'opportunité pour l'agriculture, pour refaire quelque part un pacte avec la société. C'est vrai que ça rejoint la COP21, ça rejoint cet appel du pape à de nouveaux modes de production et de consommation. Au fond, maintenir une agriculture familiale sur les territoires, c'est aussi maintenir la possibilité de produire de l'alimentation pour ces locavores, ces personnes qui ne souhaitent pas que cette nourriture qu'ils mangent, finalement, émette trop de gaz à effet de serre par exemple, le transport routier, etc. Donc, finalement, je pense que ça rejoint une demande chez nos concitoyens. Mais bon, il ne faut pas se leurrer. Ça commence à augmenter, mais je ne pense pas que ce soit tous les Français qui veulent manger soit du locavore, soit du bio, soit via les AMAP, des produits avec une agriculture, avec d'autres modes de production. Mais c'est en marche. Et je pense qu'en effet, c'est avec cet enjeu écologique et en même temps d'une traçabilité, on sait comment c'est produit, d'une qualité des produits, que peut-être qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Mais il faut changer de modèle. Il y a une histoire de coût aussi, parce que ça coûte un peu aux consommateurs, un peu plus, non, ce type de production. Ah, moi, je trouve que là, on en revient à, en effet, ça la responsabilité du consommateur citoyen. Ça coûte moins cher. Ce qu'il faut, c'est ne pas aller en grande surface acheter sa viande. Moi, je ne vais jamais en grande surface acheter de la viande. J'achète directement au producteur, de la ferme à l'assiette, j'appelle par mail, je réserve, et voilà. Et je vais chercher un carton au bas d'un camion, tournée qui passe en région parisienne, et on est 15 devant un camion à chercher son carton.
C'est comme ça qu'il faut faire pour griller en fait le trade qui se beurre sur les producteurs. Je disais tout à l'heure, c'est un pacte, c'est-à-dire qu'il y a producteurs, mais il y a aussi consommateurs. Et en effet, si on veut que ça aille mieux, ce n'est pas que par des politiques économiques ou que par le bon vouloir des producteurs, c'est aussi qu'il puisse y avoir un comportement civique en effet des consommateurs et de comprendre qu'une certaine nourriture, alimentation, produits à côté de chez eux, engraissés, naisseurs, engraisseurs et abatteurs. Les Français, par exemple, pour le porc, on fait tout. C'est-à-dire qu'on ne prend pas, on n'achète pas des porcs d'autres pays, comme par exemple en Allemagne. On fait tout sur place. Ça a un coût. Ça a un coût de production. Ça a un coût pour payer aussi les personnes qui travaillent dans les abattoirs ensuite. Et bien ce coût-là, il faut l'accepter. C'est civique, par contre, c'est un changement de mentalité. D'ailleurs, le pape François en parle dans la Laudato Si. Tout ça, c'est du long terme, c'est très long. Et puis, il n'y a que la qualité qui peut nous sauver, la qualité des produits qui peut nous sauver. La France ne peut se situer en concurrence que si elle pratique des produits d'excellence. C'est valable aussi bien pour le vin que pour tous les produits qui font la marque France. Moi, on peut souligner, ce sera un dernier mot là-dessus, quand même, le cynisme des politiques, dans la mesure où les agriculteurs sont un peu une minorité invisible dans le pays. Ils ne représentent pas... D'abord, ils ne sont pas très nombreux. Enfin, ils ne sont pas très nombreux. Ils ne représentent pas une force extrêmement unie traditionnellement. Ce sont plutôt des mentalités de petits propriétaires qui ne vont pas, excepté quelques jacqueries conjoncturelles, représenter une force politique qui pèse. Bon, alors s'il faut attendre, c'est quand même navrant de penser qu'il faut attendre qu'il y ait des tracteurs dans la rue, qu'on déverse du purin devant les préfectures pour que l'État se mette à bouger. On a toujours l'impression d'être dans un dialogue absolument impossible avec les autorités dès lors que vous ne représentez pas, je ne sais pas moi, une minorité qui peut avoir des relais dans les médias. Voilà, ils n'ont pas cette chance-là, ils font partie de la France invisible, cette France périphérique. Et donc, pour être médiatique, on est obligé de recourir à la violence. Enfin, obligé, je mettrais les guillemets à obligé, c'est quand même navrant. Alors, le pape François est une façon médiatique intelligente, peut-être, de corriger cette image-là. Un dernier mot, Benjamin. Et puis, ceux qui sont allés voir le pape, l'European Milk Board, European, c'est vrai que tout se fait au niveau du cadre européen. Bien sûr, on peut essayer, le gouvernement, je crois, l'a fait, mais enfin, c'est compliqué. Sur les négociations commerciales, tarifaires, on peut essayer de réguler, de demander aux distributeurs de ne pas pousser au prix le plus bas, d'essayer d'avoir un prix payé aux producteurs qui soit sur le coût de revient pour le producteur. Mais en même temps, tout se décide au niveau européen. Il y a du dumping social. On n'a pas les mêmes coûts de production entre États européens. Tant qu'on n'arrivera pas à cette harmonisation fiscale, sociale, je veux dire, on se fera la concurrence entre producteurs européens. Et pourtant, c'est eux qui vont voir le pape. Mais je veux dire, déjà, au sein de l'Union, il faudrait pouvoir, j'ai envie de dire, être sur le mieux-disant. Et ça demande en effet des politiques économiques, mais ça demande aussi que les consommateurs l'acceptent. Écoutez, merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.ktotv.com. Je vous dis à la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.